Dans une grotte sèche du centre-sud de l'Oregon, des archéologues ont extrait du sol un objet qui n'aurait pas dû s'y trouver. Ils l'ont envoyé une première fois au laboratoire. Le résultat étant erroné, ils ont procédé à une nouvelle analyse avec un échantillon différent et un autre appareil. Les datations ont été confirmées puis confirmées une troisième fois et chaque résultat menait à la même conclusion. Impossible, celui qui a laissé ses vestiges se tenait sur le sol américain des milliers d'années avant que l'histoire n'atteste la présence humaine. Et ce qu'ils vont découvrir ensuite ne se contente pas de réécrire les manuels scolaires, il les anéantit. La grotte de l'Oregon. Pendant la majeure partie du 20e siècle, tous les manuels scolaires américains ont répété la même petite histoire bien ficelée. Les premiers humains à avoir foulé ce continent furent appelés les Clovis, du nom d'un site du Nouveau-Mexique où leurs outils de pierre caractéristiques furent mis au jour. Des traces de consommation de tabac datant de la préhistoire américaine antérieure à 3-0 ou 3-500 ans ont été retrouvées. Chasseurs habiles, ils façonnaient des pointes de lance cannelées, des lames dotées d'une rainure centrale qui les rendaient plus légères et plus mortelles. La chronologie était sans équivoque. Il y a environ 1301. Ils auraient traversé un pont terrestre gelé reliant l'Asie à l'Alaska, glissé vers le sud à travers un couloir libre de glace, puis se seraient dispersés sur le continent. Point final. Cette version des faits figurait dans les manuels scolaires. Elle était reprise dans les documentaires. Elle était farouchement défendue par les scientifiques qui avaient bâti leur carrière sur cette théorie. Puis, quelqu'un s'est aventuré dans une série de grottes sèches du centre-sud de l'Oregon, connues sous le nom de grottes de Paisley. Les chercheurs connaissaient l'existence de Paisley depuis des décennies. Personne ne les avait examinées d'assez près. Personne n'avait creusé assez profondément. Et lorsqu'ils l'ont finalement fait, la preuve qu'ils ont extraite du sol n'était ni une arme, ni un outil. C'était quelque chose d'inattendu des excréments humains conservés, séchés et durcis pendant des milliers d'années, gisant exactement là où quelqu'un les avait laissés dans la terre de la grotte. L'air sec du désert avait accompli ce qu'aucun musée n'aurait jamais pu faire préserver un indice organique fragile pendant une période inimaginable. Et à l'intérieur de ces modestes fragments de matière ancienne se trouvait quelque chose que les outils de pierre n'auraient jamais pu révéler de l'ADN humain. Lorsque les scientifiques ont extrait l'ADN mitochondrial des échantillons et l'ont séquencé, le résultat a été sans appel le matériel génétique correspondait aux haplogroupes fondateurs A2 et B2 des Amérindiens. Il s'agissait des ancêtres directs des peuples autochtones modernes des Amériques, non pas d'une population disparue, ni d'une migration ratée sans descendance, mais des véritables ancêtres des personnes qui vivent ici aujourd'hui. Des gens avec des familles et des noms des lignées qui remontent à travers les millénaires et jusque dans une grotte dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Puis vint la date. La technique utilisée était la spectrométrie de masse par accélérateur, une méthode qui mesure directement l'âge de la matière organique sans dépendre de la saleté ou des objets environnants. Une fois calibrés, les restes conservés ont été datés de plus de 14 0 ans avant notre ère. Au moins un 0 ans avant l'arrivée supposée du peuple Clovis. Le peuple Clovis n'était pas le premier. Ils étaient loin du compte. Et voici ce que personne n'ose dire à voix haute, les grottes de Paisley n'étaient même pas la première fissure dans cette histoire. Ce fut simplement l'élément déclencheur qui a finalement fait céder le barrage. La première fissure était en réalité apparue des décennies plus tôt à l'autre bout du pays dans un abri sous roche de grès de l'ouest de la Pennsylvanie. L'abri sous roche de Meadowcroft se dressait sur la rive d'un petit ruisseau à environ 11 km en amont de la rivière Ohio. Ces corniches, surplombantes incurvées à flanc de colline, formaient un toit de pierre. Un archéologue le décrivit plus tard comme possédant tous les attraits d'un lieu de villégiature préhistorique, un endroit où les voyageurs de l'Antiquité se seraient arrêtés pour la nuit sans même y penser. En 1955, un historien local du nom d'Albert Miller, en fouillant un terrier de marmottes sur la propriété, en retira une poignée de terre et découvrit des objets qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Lorsque les premières fouilles ont débuté ici en 1973, nous pensions avoir tout compris des premiers peuples du Nouveau Monde. Un modèle prédominait alors. En 1973, un scientifique nommé Jim Adovazio
entreprit des fouilles dans le sol de cet abri travaillant couche par couche. Plus il creusait, plus les vestiges étaient anciens. Les analyses au radiocarbone révélèrent que des humains avaient fréquenté Meadowcroft il y a entre 6-0 et 19-0 années calendaires calibrées, en juillet 1980. Adovasio publia ses résultats dans la revue American Antiquity et déclara ouvertement que le modèle Clovis First était erroné. La réaction fut brutale. Certains l'accusèrent d'avoir contaminé les échantillons. D'autres ignorèrent complètement l'article. Les chercheurs ont fini par donner un nom à cette résistance, le syndrome de primauté Clovis. Ils ont qualifié sa défense persistante d'anachronique et de futile. Une enquête menée auprès d'archéologues en activité a révélé que même aujourd'hui, seuls 38% d'entre eux adhéraient aux datations d'Adovasio. 38% étaient indécis. Les autres rejetaient catégoriquement les conclusions. Ainsi, lorsque Paisley Caves a été découverte, le débat était déjà clos. Paisley a tout simplement rendu impossible de détourner le regard. Et puis, à environ 110 km de Paisley, dans un endroit presque inconnu, une nouvelle découverte capitale se préparait. Si ce genre d'histoire enfouie vous passionne, abonnez-vous sans plus attendre, car la suite révèle une découverte qui a bouleversé les certitudes des chercheurs les plus aguerris. À environ 110 km de Paisley, près de la petite ville de Riley dans le comté de Harney, se trouve l'abri sous roche de Rimrock Draw. L'archéologue Patrick O'Grady de l'Université de l'Oregon y effectue des fouilles depuis 2011. Il a notamment mis au jour des éclats d'obsidienne et un outil en pierre polie juste devant le rebord de l'abri. Rimrock Draw ne livrait pas d'ADN. Il livrait des outils de pierre, des ossements d'animaux et une chronologie inscrite dans les cendres volcaniques. L'indice le plus important à Rimrock Draw était une couche de cendres blanches enfouie dans le sol telle une borne. Les scientifiques l'ont identifié comme provenant d'une éruption précise du mont St. Helens datée d'environ 15400 à 15600 ans. Tout ce qui se trouvait sous cette couche de cendres était forcément plus ancien et tout ce qui se trouvait au-dessus plus récent. C'était une véritable horloge naturelle, gravée dans la terre par un volcan entré en éruption à plus de 1000 km de là. Sous ces cendres, l'équipe a commencé à exhumer des preuves inattendues. 27 petits fragments d'émail dentaire ont été extraits du sol. L'une appartenait au chameau d'hier, une espèce qui parcourait jadis l'Amérique du Nord durant la dernière période glaciaire. L'autre appartenait à Bisonanthicus, un ancêtre plus grand et plus massif du bison américain actuel. Ces deux espèces avaient disparu depuis des millénaires et pourtant elles reposaient là enfouies dans la même terre sous les mêmes cendres. Puis vint l'outil. Dans la même couche, l'équipe a découvert un outil en pierre taillé dans de la calcédoine orange, une forme vitreuse d'agate qui capte la lumière. Il en comportait plusieurs. Des bords de travail, un tranchant incurvé, un bord plat pour racler un bord dentelé poli par un usage intensif. Patrick O'Grady l'a comparé plus tard à un couteau suisse ancien. Les dents de son tranchant étaient polies par des années de travail, une usure qui ne se produit pas en une semaine ou un mois, mais tout au long d'une vie. Son propriétaire l'avait porté affûté, réaffûté, utilisé et réutilisé jusqu'à ce qu'il soit finalement posé et jamais repris. La position de l'outil a tout changé. Il se trouvait à environ 10 cm sous les fragments de dents de chameau, ce qui signifiait qu'il était plus ancien que les restes de l'animal. Et ces restes, une fois analysés, se sont révélés plus anciens que prévu. Le laboratoire a effectué le test une première fois, puis une seconde. Les deux tests ont abouti au même résultat. Les dents de chameau et de bison dataient d'environ 21,0 à 22,0 ans. O'Grady, assis devant lui avec cette seconde datation concordante, a admis plus tard qu'il était extrêmement troublant de disposer d'une datation unique pour un matériau aussi ancien. Il a dit qu'il ne fallait pas annoncer une chose pareille sans avoir de preuves à l'appui. Mais il disposait désormais de 2 échantillons, de 2 analyses indépendantes et de 2 résultats identiques. Les animaux de Rimrock Draw étaient morts il y a plus de 18,0 ans et l'outil de pierre enfoui sous leurs dents suggérait une présence humaine encore plus ancienne. Je me suis dit, incroyable, nous avons une datation de 15,800 ans pour les cendres. Nous avons trouvé des fragments de dents en dessous qui s'avèrent être des dents de chameau. Et encore plus bas, un outil enfoui
à plus de 45 cm sous les cendres. Ces outils de pierre appartiennent à une catégorie que les scientifiques appellent la tradition des outils à tige de l'Ouest. Elles possèdent de longues lames, des épaules peu marquées et des bases arrondies. Elles ne ressemblent en rien aux pointes Clovis. Elles ont été fabriquées par différentes mains selon des traditions différentes et proviennent peut-être d'une région du monde totalement différente. Ces outils sont antérieurs de plusieurs milliers d'années au style Clovis. Leurs créateurs n'appartenaient pas à cette culture. Leur style était tout autre. Mais l'Oregon n'était que le début. À 100 km au sud, dans un désert de gypse que personne n'avait pris la peine de cartographier 61 empreintes de pas, attendaient dans la poussière. Les peuples qui les avaient laissés n'auraient jamais dû exister. Des traces fantomatiques dans le sable blanc. Le parc national de White Sands est un vaste champ de dunes de gypse blanc situé au sud du Nouveau-Mexique. En 2009, des chercheurs arpentant la surface asséchée d'anciens lits lacustres ont commencé à remarquer des empreintes de pas, des empreintes humaines incrustées dans le gypse. Non pas une ou deux, mais 61 traces fossilisées, laissées par des personnes ayant marché sur les rives d'un lac glaciaire appelé lac Otero. Les empreintes étaient si nettes qu'on pouvait distinguer chaque orteil et la courbure de la voûte plantaire. Certaines étaient petites, de la taille d'un pied d'enfant. D'autres étaient de la taille d'un adulte se déplaçant rapidement presque en courant. C'étaient les empreintes de groupes de personnes dont des enfants traversant un paysage depuis longtemps réduit en poussière. Un instant figé dans le temps, capturé dans la boue séchée par le soleil et enfoui par quelqu'un, jusqu'à ce que quelqu'un le découvre par hasard des milliers d'années plus tard. La première tentative de datation de ces empreintes remonte à 2021. Des scientifiques ont daté au radiocarbone des graines d'une plante appelée herbe des fossés spiralés trouvées dans les mêmes couches sédimentaires que les empreintes. Les résultats indiquent un âge compris entre 21,0 et 23,0 ans. Et c'est là que la chronologie classique se complique. Les sceptiques ont immédiatement contesté ces résultats, affirmant que les graines auraient pu absorber du carbone provenant des eaux souterraines, ce qui les aurait fait paraître beaucoup plus anciennes qu'elles ne l'étaient en réalité. Critique pertinente. Les chercheurs ont donc mené de nouveaux tests, cette fois-ci avec une méthode totalement différente. Ils ont analysé le pollen de conifères provenant des mêmes couches. Le pollen n'est pas affecté par le carbone des eaux souterraines. Il provient directement d'arbres vivants à cette époque. Les nouveaux résultats correspondent exactement aux résultats initiaux datant d'il y a 21,0 à 23,0 ans. En juin 2025, une troisième étude, publiée dans Science Advances, a examiné des matières organiques extraites de la boue des zones humides et des sédiments de lacs peu profonds. 3 sources distinctes, pollen grain et boue organique, ont été testées indépendamment. Toutes 3 convergent vers la même période, le point culminant de la dernière période glaciaire, lorsque l'Amérique du Nord était un paysage glacé et impitoyable. Au Parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, des chercheurs étudient depuis des années d'anciennes empreintes de pas. Les empreintes humaines de White Sands ont été découvertes aux côtés d'empreintes de mammouths colombiens et de paresseux terrestres géants, d'énormes créatures disparues du continent il y a des milliers d'années. Leurs traces ont traversé le même sol, préservées ensemble dans la même boue ancienne. Pour la plupart des archéologues, c'était déjà une découverte qui aurait mis fin à leur carrière. Le genre de découverte que personne ne souhaite défendre. Mais White Sands a au maximum 23,0 ans. Il existe en Californie du Sud un autre site bien plus ancien qui fait paraître White Sands moderne, et il a été découvert par hasard par des hommes qui ne cherchaient rien. Les travaux de terrassement sur l'autoroute. En Californie du Sud, une équipe de construction d'autoroute travaillait tranquillement au terrassement lorsqu'un engin a heurté un os. La lame s'est immobilisée. Le chef d'équipe s'est approché. Ce qu'il voyait n'était ni une pierre ni un tuyau. C'était la forme incurvée et indubitable d'un être vivant. Les travaux ont été immédiatement interrompus. Des paléontologues ont été appelés sur les lieux. Ils ont exhumé les restes partiels d'un mastodonte, un animal ressemblant à un éléphant qui a disparu à la fin de la dernière période glaciaire. Mais ces ossements n'étaient pas là par hasard. Ils avaient été manipulés délibérément. Et tandis que l'équipe balayait la terre, la prise de conscience commença à s'installer parmi les personnes rassemblées autour de cette fosse. Ils n'observaient pas un fossile, mais une scène.
Les os du mastodonte présentaient des fractures en spirale, une cassure caractéristique qui n'apparaît que sur des os frais. Les os fossilisés ne se cassent pas ainsi. Un os ancien se brise en 1000 morceaux, tandis qu'un os frais se tord. Quelqu'un avait volontairement brisé ces os très probablement pour en extraire la moelle. Une source de nourriture riche et nutritive très prisée des hommes préhistoriques. Et puis, il y avait les pierres. Parmi les os, 5 gros galets des roches de la taille d'un poing semblaient déplacés dans ce sol. Les géologues ont fait leurs calculs. Les pierres étaient trop grosses pour avoir été transportées par l'eau. Quelqu'un les avait apportées. Quelqu'un les avait utilisées comme percuteurs et enclumes. Et puis, pour des raisons qui resteront à jamais un mystère, cette personne était simplement partie en les abandonnant sur place. C'est ce qui inquiète les experts. La méthode de datation utilisée sur l'OS était l'analyse radiométrique uranium-thorium. Et tous les tests ont donné le même résultat. Les os étaient vieux d'environ 130-700 ans. Relisez bien ce chiffre. 130-700 ans. En 2017, la revue Nature a publié l'étude. Les auteurs étaient Stephen Holland, Kathleen, Holland, Thomas Demery et Richard Fulligar. Leur affirmation rédigée dans le langage technique et académique le plus prudent qu'ils aient pu trouver a fait l'effet d'une bombe dans le milieu archéologique. Une espèce humaine sous une forme ou une autre était déjà présente en Amérique du Nord il y a 137-700 ans. Ni l'homme moderne, ni l'homme de Néandertal. Quelque chose d'autre. Quelque chose que les modèles existants ne parviennent même pas à nommer. La communauté archéologique dominante a largement évité de s'intéresser au site de Ceruti. Il est tout simplement trop radical, trop difficile à expliquer et trop préjudiciable à la carrière de ceux qui devraient admettre leur erreur. Alors qui était-il? Qui a brisé les ossements d'un mastodonte en Californie il y a plus de 130 ans, puis s'est éloigné en laissant ses percuteurs sur place? Nul ne le sait. Personne ne peut même l'imaginer. Pendant longtemps, on a supposé qu'il s'agissait d'un pont terrestre reliant la Sibérie. Mais de nouvelles preuves génétiques et l'étude des outils de pierre pointent désormais vers un tout autre endroit. Quelque part au large. Un endroit qui aurait dû être impossible à atteindre. Selon une tradition chinoise, les premiers Américains auraient traversé l'Asie à pied pour rejoindre l'Amérique du Nord en empruntant un pont terrestre appelé Beringi. C'était leur unique voie d'accès. Mais de nouvelles découvertes obligent les scientifiques à se poser une question bien différente. Et si certains de ces premiers Américains n'avaient jamais marché? Et s'ils étaient arrivés par bateau? Et s'ils n'étaient pas partis de Sibérie, mais d'un endroit beaucoup plus au sud, comme les côtes chinoises? Et voici ce qui semble impossible. Le premier indice suggérant que les premiers humains pouvaient traverser l'océan provient d'un lieu où un tel voyage aurait dû être impensable. L'île de Crète en mer Méditerranée est une île depuis environ 5 millions d'années. Elle n'a jamais été reliée au continent depuis l'apparition de l'humanité. Quiconque a foulé le sol critique devait y parvenir par la mer. Il ne s'agit pas d'un radeau dérivant par hasard, mais d'un véritable bateau, construit dans un but précis, traversé au moins 40 000 nautiques en haute mer. Une équipe de recherche dirigée par Thomas Strasser et Eleni Panagopoulou a découvert des outils de pierre sur 2 sites en Crète. Ces outils n'étaient pas récents, ils dataient de 130 à 0 ans. Ils ressemblaient à ceux fabriqués par Homo heidelbergensis et Homo erectus, des ancêtres de l'homme primitif qui ont foulé la Terre bien avant l'apparition de l'homme moderne. Imaginez, si ces peuples anciens étaient capables de construire des bateaux et de traverser la Méditerranée, alors l'idée reçue selon laquelle les premiers humains ne pouvaient pas naviguer en haute mer est définitivement invalidée. Un membre de l'équipe l'a affirmé sans embâche. Si les premiers humains pouvaient se déplacer en Méditerranée il y a plus de 130 ans, ils pouvaient aussi traverser d'autres étendues d'eau. Selon lui, cette découverte ouvre la voie à une réévaluation de toutes les hypothèses formulées jusqu'alors concernant les migrations humaines primitives. Puis vint l'étude de la génétique et c'est là que tout a basculé. Des chercheurs, en étudiant une lignée d'ADN mitochondriale appelée D4H, ont retracé son origine jusqu'aux côtes du nord de la Chine. Les données n'ont révélé aucune migration unique vers les Amériques.
Elle montrait deux trajectoires distinctes, deux voyages différents effectués par deux groupes différents à deux époques très différentes. La première vague est arrivée il y a environ 26 ans. Ces populations ont probablement voyagé en bateau le long des côtes longeant le littoral de la Chine jusqu'au Japon, puis à travers le Pacifique. Elles ne traversaient pas un isthme gelé. Elles se déplaçaient d'un campement côtier à l'autre suivant la nourriture et les marées établissant de minuscules abris temporaires là où la mer leur fournissait suffisamment de poissons de coquillages et d'oiseaux marins pour survivre. C'était un long périple. Cela a peut-être pris des générations, mais cela a fonctionné. La deuxième vague est arrivée il y a environ 15 ans. Ces populations ont emprunté la voie terrestre à travers la Beringie. Elles sont le groupe le plus souvent associé aux vagues migratoires ultérieures et aux populations de l'époque Clovis que les archéologues considéraient autrefois comme les tout premiers Américains. Il semble désormais qu'ils n'étaient pas du tout les premiers. Ils arrivèrent tardivement empruntant une voie déjà parcourue par la mer. Et c'est là que le bas blesse. Des techniques similaires de travail de la pierre ont été découvertes en Chine, au Japon et en Amérique. Les mêmes méthodes de taille, les mêmes types de lames, les mêmes formes de pointe. Ce n'est pas un hasard, c'est une piste, et cette piste mène jusqu'aux côtes chinoises. Ainsi, la belle histoire qu'on nous a tous racontée, celle qui commençait avec Colomb et se poursuivait discrètement jusqu'à Clovis, s'est effondrée. Les premiers Américains n'étaient pas ceux que nous pensions. Ils ne sont pas arrivés quand nous le croyions. Ils ne sont même pas arrivés de la manière que nous imaginions. Les empreintes de pas à White Sands, les ossements brisés à Cerrity, l'outil de pierre à Rimrock Draw, l'ADN retrouvé dans les grottes de Paisley, tout cela converge vers une même vérité dérangeante. L'histoire de l'humanité sur ce continent est bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus complexe que quiconque ne voulait l'admettre. Et quelque part là-bas, dans la terre d'un endroit encore inexploré, la prochaine découverte attend déjà. Alors qui étaient ces personnes qui ont ouvert des ossements de mastodontes en Californie, il y a 130-700 ans? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous, car la réponse officielle est que personne ne le sait. Si cette découverte vous a autant marqué que nous, cliquez sur la vidéo suivante, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne, car le prochain site de fouille est déjà en cours. Et dès qu'il sera mis au jour, nous serons les premiers à vous présenter les résultats.